Bonsoir à tous. Je suis Marie Cousseau, la secrétaire générale d'Intercordia. Et au nom de toute l'équipe Intercordia, je suis heureuse de vous accueillir nombreux ce soir avec le soutien de France Volontaire que je remercie aussi ce soir. Donc, vous êtes peut-être connectés avec le désir de partir dans les mois qui viennent en volontariat ou peut-être aussi en tant qu'association pour mieux nous connaître ou pour d'autres raisons. Voilà, dans tous ces cas, soyez les bienvenus. Voilà, nous souhaiterions faire de ce temps un moment d'échange malgré la distance. Donc, pour cela, nous avons prévu 2 temps. 30 premières minutes de témoignages sur la dimension formatrice et transformatrice de notre cursus. Et puis, 30 autres minutes pour répondre à vos questions, à vos réactions. Et voilà, donc pour que ça se passe au mieux, nous avons coupé vos micros normalement, vérifié en tout cas qu'ils soient bien gardés éteints. Quant à vos vidéos, vous pouvez essayer de les laisser allumer, qu'on voit un peu vos visages, c'est toujours plus agréable. Mais en même temps, si jamais vous êtes trop nombreux, peut-être que ça altère la connexion, on vous demandera peut-être de l'enlever, voilà, pour pouvoir bien s'entendre. Voilà. Pour poser vos questions, privilégiez le mode discussion par écrit, ou alors vous pouvez aussi essayer vous pouvez lever la main avec les symboles qui vous sont proposés en bas. Et voilà, et nous essaierons de vous donner la parole et en réactivant votre micro si besoin. Nous vous signalons que ce visio est enregistré. Donc, du coup, ceux qui ne veulent pas apparaître, nous vous encourageons aussi à privilégier le mode de conversation écrite. Voilà. Alors, pour démarrer, je vous donne juste quelques petits mots sur Intercordia. Depuis 21 ans, notre association a pour ambition de former, d'accompagner, de diplômer des jeunes, généralement entre 20 et 30 ans, pendant une année de volontariat, de solidarité internationale ou nationale. Et voilà, et nous sommes vraiment témoins de l'apport personnel et professionnel de ce type d'engagement. Et cela fait 19 ans maintenant que le cursus est validé avec notre premier partenaire universitaire, l'Université de Strasbourg, dans le cadre du DouéCodev, et depuis 6 ans avec l'Institut catholique de Paris, le DUSI. Voilà, nous avons aussi 2 autres partenaires universitaires pour des formations un petit peu voisines avec l'IRCOM à Angers et l'ICES à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, nous avons demandé à 4 personnes de venir témoigner. Voilà, surtout 2 de nos étudiantes anciennes et actuelles, parce qu'on s'est dit que c'était les meilleures ambassadrices pour vous parler du cursus. Donc, il y aura Marion Abonin, qui est partie en Inde il y a 5 ans et qui pourra vous témoigner donc de chacune des étapes du cursus. Et puis un petit peu plus tard, en fin de demi-heure, Emma Gilibert, qui est actuellement à Chypre auprès de migrants et qui pourra vous dire voilà aussi pourquoi elle est partie et ce qu'elle fait aujourd'hui sur le terrain. Voilà, nous écouterons aussi Constance Desjonquers, qui est bénévole depuis plusieurs années comme tutrice, donc dans l'accompagnement des étudiants qui suivent notre cursus, et qui donc est témoin aussi de la transformation de ces jeunes. Et nous donnerons aussi la parole donc à Cécile Dubernay, enseignante-chercheuse, responsable du diplôme universitaire de solidarité internationale avec l'Institut catholique de Paris, donc un de nos 4 partenaires universitaires. Voilà, et elle reviendra plus spécialement sur la valeur ajoutée qu'apporte l'articulation entre l'expérience de terrain et l'écriture. Voilà, mais je n'en dis pas plus pour laisser le plus de temps possible à nos intervenantes, et je donne la parole du coup à Marion. Donc Marion, je te donne la parole. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler d'Intercordia, parce que c'est toujours des moments joyeux pour moi, et c'est surtout des moments qui m'ont aidé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est toujours un immense bonheur de revenir dessus. Très rapidement, peut-être en 3 parties, je voulais vous expliquer déjà ce qui m'a amené, moi, du coup, à formuler le désir d'une année de césure. Ensuite, vous expliquer très concrètement, du coup, quelle a été cette année de césure, ce que j'ai fait sur le terrain, et puis revenir sur les apports de cette année de césure, ce qui est aussi l'objet de ce séminaire.
Du coup, très rapidement, mon parcours, donc moi, j'ai démarré par un bac scientifique, à l'issue duquel je me suis orientée vers une licence en droit public et en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Parce que du coup, il y avait cette rigueur à la fois scientifique et en même temps, on parlait de l'humain avec le droit. Et puis, il y avait cette maxime de l'ICP, l'esprit ouvert sur le monde, qui avait dû déjà très certainement résonner chez moi de façon indirecte. Donc, j'ai beaucoup adoré, voilà, enfin, j'ai beaucoup apprécié cette licence très riche, même si j'ai rapidement compris que j'étais plus faite pour le droit international humanitaire que le droit commercial. Mais surtout aussi, voilà, je me suis impliquée dans pas mal d'associations à l'époque. Et puis, j'ai eu l'occasion, du coup, de partir en troisième année de licence en échange universitaire, du coup, à San Francisco. Et ça a été un choc très positif pour moi. C'est vrai que sur le campus, il y avait des parcours très riches et des nationalités aussi très, très variées. Et donc, quand je suis rentrée en France en mars 2016, j'ai retrouvé mes camarades de promotion qui étaient dans un tout autre univers, stressés par les candidatures de master. Et c'est véritablement là où je me suis dit, moi je ressens le besoin d'appuyer sur pause et me donner du temps pour réfléchir après du coup 3 années de licence très denses entre les engagements associatifs et puis les cours, pour vraiment réfléchir à ce que je veux, à ce que je veux faire dans la vie d'une certaine façon, et donc plus prosaïquement à mes études et la carrière que j'envisage. Du coup, il y a 2 éléments qui m'ont conduit vraiment à me dire que c'était bien l'année de césure qui était faite pour moi. À San Francisco, j'avais rencontré voilà, beaucoup d'étudiants en fait, qui avaient fait cette année de césure, 1, 2, 3 années, et qui surtout parlaient de tous les apports et les bénéfices que ça avait eu pour eux. Donc c'était un peu, ça changeait un petit peu du discours qu'on avait à l'époque en France, qui était un petit peu frileux, disons, sur l'année de césure. Et puis, lors des portes ouvertes de l'ICP, j'ai rencontré du coup Baptiste, à l'époque, qui représentait Intercordia. Et là, ça a été un match, un coup de cœur, dans le sens où j'ai vraiment compris qu'Intercordia, c'était en fait le cadre idéal pour partir faire cette année de césure. Pourquoi le cadre idéal? Parce que du coup, moi, je souhaitais partir, effectivement, mais pas n'importe comment. J'avais ce besoin quand même d'être accompagnée, d'être dans une démarche structurante. Et puis, il y avait toute cette partie de phase de retour sur l'expérience qui me semblait être véritablement une vraie valeur ajoutée du parcours Intercordia, une condition même fondamentale, en fait, quand on part à l'étranger. Et ce, d'autant plus que j'étais partie, en fait, en volontariat international au Bénin et à Madagascar, et que le retour avait été assez difficile, puisque quand il n'est pas pensé, structuré, réfléchi, voilà, le retour est assez compliqué. On garde parfois des choses en soi. On a vécu une expérience interculturelle très forte et on n'arrive pas forcément, on ne trouve pas les mots, on ne trouve pas les espaces pour pouvoir exprimer tout cela. Et ça génère souvent en fait, de la frustration d'une certaine façon. Donc voilà, moi je ne voulais pas reproduire ça et c'est pour ça que l'aspect Intercordia, on y reviendra, avec un vrai travail sur l'expérience à travers la rédaction d'un mémoire, me parlait beaucoup. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année de césure très rapidement? Donc on y reviendra, mais le parcours Intercordia se découpe en 3 temps. On a une formation au départ, on part faire sa mission et puis on revient et on rédige son mémoire universitaire sur une thématique qui nous a particulièrement touchés. Donc en septembre 2016, j'ai suivi la formation au départ. Donc pendant 2 semaines, on a des cours de géopolitique, d'intelligence interculturelle, des ateliers pour mieux se connaître et mieux comprendre comment est-ce qu'on réagit dans les relations dans certains contextes. J'ai fait la rencontre du coup d'autres jeunes cordialistes qui s'apprêtaient à partir en mission comme moi. Et tout ça, en fait, c'est une semaine très intense, mais c'est des billes qui nous servent d'une certaine façon quand on est en mission, des cadres d'analyse qui se révèlent particulièrement précieux. Et donc ensuite, je suis partie en Inde du Sud pour une mission de 6 mois, donc de septembre 2016 à mars 2017, donc dans la région de Pondichéry, donc dans l'état du Tamil Nadu. Et du coup, j'ai travaillé au sein d'une structure qui s'appelait Credit at People, qui mettait en œuvre des programmes de microcrédit
à destination de femmes, de groupes de femmes intouchables et de basse caste en milieu rural. Et ces programmes de microcrédit, en fait, plus spécifiquement, c'était des projets de vaches laitières. Donc voilà, très concrètement, en fait, le bureau de l'ONG était à Pondichéry, mais en fait, j'assurais le suivi et l'évaluation d'impact de ces programmes. Donc, 1 à 2 fois, voire 3 fois, parfois par semaine, je me rendais sur les villages, donc en bus, à 3 heures de Pondichéry. Donc, j'avais toute une partie de collecte de données sur la production, notamment de lait. Et puis, j'avais la partie évaluation d'impact. Donc, en fait, j'interrogeais les femmes qui bénéficiaient de ces programmes de microcrédit pour comprendre en fait, l'impact de ces derniers, en quoi la production du coup, de lait des vaches laitières leur permettait de dégager des revenus, et puis comment est-ce qu'elles investissaient ces revenus supplémentaires dans l'éducation des enfants, souvent, dans l'amélioration de la nourriture du foyer ou dans des petits travaux rénovation de leur habitat. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette mission, rapidement pour plusieurs aspects, mais parce qu'elle était très concrète. Donc effectivement, d'avoir l'opportunité d'aller sur le terrain, de rencontrer ces femmes-là, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre les réalités, parfois aussi les contraintes des projets de développement, et puis de nourrir, d'enrichir mes réflexions. Et puis, il y a la mission, ce qu'on fait sur le terrain, et puis aussi le cadre de vie. Donc, tout au long de ces 6 mois, j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup marquée. J'y reviens souvent, mais les femmes des villages qui m'ont impressionnée, le terme n'est pas trop fort, à la fois par leur beauté, leur grâce et puis leur résilience, parce qu'elles ont des vies pas très faciles d'une certaine façon, mais elles sont toujours là et elles se démènent pour améliorer d'une certaine façon la vie des communautés. Donc c'était une belle leçon de vie. Et puis j'ai beaucoup échangé avec mes collègues du coup indiens de l'ONG, Lakshmi, Georges, Jayanti, Elisabeth, et tous ces échanges, ils étaient très riches d'expériences aussi. Et puis j'y reviendrai, enfin je vous montrerai quelques photos, mais j'ai été aussi chamboulée dans le bon sens du terme par la vie en Inde du Sud. C'était 6 mois d'éveil constant, de bruit, de klaxons, d'odeurs en tout genre et qui m'ont beaucoup marqué. Et puis voilà, dans un troisième temps, il y a eu la phase de retour du coup en France et la rédaction du mémoire. Alors c'est vrai qu'après une mission aussi riche, c'est pas toujours évident de rentrer en France. Mais moi, je crois que la perspective de ce mémoire, elle m'a vraiment aidée à faire une transition entre tous ces moments ces espaces-temps, ces moments de vie, à faire un pont entre l'expérience vécue, le retour en France, et puis d'aborder plus sereinement, je pense, la suite de mon parcours. Donc, comment est-ce qu'on rédige du coup ce fameux mémoire? En fait, on repart, les cordialistes repartent de ce qu'on appelle des carnets de bord et puis des rapports d'étonnement. C'est-à-dire que tout au long de la mission, on consigne, alors souvent tous les jours, dans son carnet, les émotions, les réflexions, les interrogations qu'on a à la fois sur la mission et puis sur la vie en général. On consigne tout ça à chaud et ça fait du bien. Et puis une fois par mois, on transmet également à son tuteur. Donc Constance aura l'occasion de nous repréciser la mission fondamentale de ces derniers, mais on transmet à son tuteur, à sa tutrice, en fait une synthèse un peu plus structurée de son carnet de bord qui s'appelle le rapport d'étonnement. Et le tuteur nous aide à dégager de façon bienveillante en fait le fil directeur un peu de nos réflexions. Souvent, il va y avoir une réflexion un peu qui va constamment revenir dans ces rapports. Et du coup, pour moi, en l'occurrence, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un point qui revenait, c'était la place et le rôle des hommes dans des programmes de microcrédit qui étaient pensés pour les femmes et pour leur autonomisation. Donc, j'ai réalisé en fait mon mémoire sur ce sujet-là. Et du coup, j'ai réalisé ma soutenance à l'Institut catholique de Paris en septembre 2017. Et sincèrement, c'était une grande joie. J'avais l'impression d'avoir accouché d'une certaine façon d'un beau bébé. En tout cas, d'avoir abouti le parcours, d'avoir honoré convenablement
ce que j'avais vécu durant 6 mois, d'avoir rendu, pas honneur, mais hommage à toutes ces personnes qui m'avaient tant apporté, et de le mettre par écrit, c'était très fort. Donc en fait, le jour où j'ai rendu ce mémoire et où j'ai soutenu, j'ai eu le sentiment que j'étais prête à poursuivre plus sereinement mon parcours de vie d'une certaine façon, et que c'était une étape fondamentale et nécessaire. Et puis très rapidement, donc la troisième partie, je voulais te dire tout ce que ça m'a apporté cette année de césure, même si j'essaye de le transmettre comme ça au quotidien. Il y a eu beaucoup d'apports, mais je vais revenir sur les plus conséquents peut-être. Humainement, c'est une expérience qui fait grandir. Savoir sortir de sa zone de confort, de se départir de ses idées préconçues, de savoir écouter, regarder, se remettre en question, faire preuve de débrouillardise, tout ça, ça fait grandir d'une certaine façon. Un des apprentissages aussi, des apports clés, c'est que moi, ça m'a permis d'affirmer pleinement, du coup, mon souhait, ma volonté de poursuivre dans le secteur de la solidarité internationale, qui était quelque chose que j'envisageais déjà au démarrage, mais je pense qu'il me manquait un peu une certaine force. Et puis, cette expérience m'a permis de me convaincre, surtout moi-même, de ma légitimité à évoluer dans ce secteur-là. Donc, c'était très fort. Et du coup, ensuite, les choix ont été beaucoup plus simples d'une certaine façon, puisque j'en étais convaincue aussi moi-même. Donc, j'ai réalisé un master en gestion de projets internationaux, parcours coopération internationale et action humanitaire, à l'ESCD 3A, qui est du coup une école spécialisée dans le domaine en France. Ça, c'était un premier apport très concret, de mieux savoir voilà, où je voulais aller. Le deuxième apport aussi très important, il me semble, c'est que ça m'a permis de décrocher mon premier poste en apprentissage, du coup, en l'occurrence, au sein de la Fondation Monoprix. Parce que du coup, cette expérience en Inde, elle témoignait des fameuses soft skills, en tout cas d'intelligence situationnelle, humaine. C'est-à-dire que j'avais démontré voilà, que j'étais capable que j'étais une personne volontaire, curieuse, qui était capable d'être chamboulée, d'être confrontée à des incertitudes et surtout faire preuve de débrouillardise. Et je pense que tous ces éléments, ils étaient vraiment fondamentaux dans le choix, en tout cas, du coup, de ma responsable à l'époque, Isabelle, quand elle cherchait la personne à recruter. Et puis enfin, un troisième acquis, mais je pense pour toute la vie, c'est que cette mission, elle m'a permis vraiment de comprendre les sujets qui m'animaient et qui me touchaient le plus, que sont du coup la prise en compte des vulnérabilités humaines, les questions de résilience, comment est-ce qu'on dépasse ces vulnérabilités, et puis tout ce qui est la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Et du coup, en fait, une fois qu'on comprend ce fil directeur, ça permet, je pense, d'aborder son parcours de vie et puis son parcours professionnel dans l'immédiat avec une plus grande lucidité, cohérence et motivation. Et donc, par la suite, en fait, ça s'est retrouvé assez cohérent d'une certaine façon. Donc, la Fondation Monoprix, elle visait notamment à lutter contre la solitude en ville. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an au sein d'une ONG, Friendship, qui mettait en œuvre des programmes de développement et d'aide humanitaire au Bangladesh, donc auprès toujours de personnes dites vulnérables, en tout cas, donc les réfugiés dans les camps de Cox's Bazar au Bangladesh, les réfugiés Rohingyas, et puis également les populations bangladeshis qui sont très fortement impactées par le changement climatique. Donc là encore, des belles rencontres et des histoires de résilience assez incroyables dont il faut s'inspirer en France. Et aujourd'hui, du coup, j'en termine par là, mais du coup, ça montre qu'on peut aussi reboucler, qu'il y a différents parcours possibles d'une certaine façon quand on a trouvé ce qui nous anime profondément. Je travaille au sein d'une des directions du ministère des Solidarités et de la Santé, donc, qui s'appelle la Direction générale de la cohésion sociale. Et en fait, c'est une direction dont le cœur d'activité, c'est les politiques publiques qui traitent des publics dits les plus vulnérables. Donc, par exemple, les personnes en situation de handicap, la gestion des personnes âgées et tout ce qui est la question de la dépendance, les mineurs non accompagnés, les personnes réfugiées, et puis toutes les politiques de cohésion sociale
dont en fait l'égalité femmes-hommes fait partie. Donc voilà, en fait, mon message, c'était simplement de dire que en fait, quand j'ai postulé à ces emplois, je suis longuement en fait revenue sur mon expérience en Inde, puisque d'une certaine façon, aujourd'hui c'est ma boussole d'orientation, et puis c'est celle qui me permet de relier mon parcours, mes engagements, ma sensibilité de manière cohérente d'une certaine façon. Donc pour toutes ces raisons, je pense que vous l'aurez compris, moi je suis très reconnaissante Intercordia de m'avoir donné cette opportunité de vivre cette expérience qui a été fondamentale pour moi. Et donc, je ne peux que vous inviter à partir également. Donc, avant de passer la parole rapidement à Constance, je voulais simplement peut-être vous partager quelques photos parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que d'avoir des photos peut vous permettre aussi peut-être de partager un petit peu aussi cette expérience. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Marie, oui, c'est bon, super. Donc là, vous voyez, c'était les femmes, du coup, dont je vous ai parlé, dont je parle tout le temps, et auxquelles je pense encore très souvent. Parce que pour moi, voilà, elles incarnent vraiment le courage et la résilience. Voilà, donc c'est Gianti, enfin voilà, j'ai encore leur nom en mémoire, mais moi, il me semble que de ces photos, on comprend aussi la beauté de ces femmes et leur courage. Là, vous avez donc, en fait, c'était des groupes de femmes qui s'entraident. Il y a aussi la gestion collective des programmes de microcrédit. Donc là, effectivement, c'était lors des évaluations d'impact dont je vous ai parlé, les questionnaires. Elisabeth, la chef de projet, qui était également en contact très resserré. La place des hommes, dont je vous ai parlé, et les vaches et les veaux. Parmi les rencontres qu'on fait, il y a aussi les rencontres humaines. Donc, c'est les enfants des femmes en question qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai rencontrées à plusieurs reprises. Et je voulais aussi peut-être élargir et vous dire que quand on part en mission de solidarité internationale, il y a la mission que sur le fond de ce que vous faites, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour, donc la vie quotidienne, s'intéresser, se renseigner sur la culture, l'historique, ce qui est important pour les gens. Donc là, Elisabeth, la fameuse, et puis là on avait la puja à droite tous les jeudis au bureau, tradition hindoue. Moi j'étais pris d'une passion dévorante pour les marchés en Inde. J'écumais tous les week-ends les marchés. Là c'était à Bangalore, à Pondichéry. Toujours dans les rencontres qui vous marquent, il y a des visages qu'on n'oublie pas d'une certaine façon, et cette femme en fait partie. La religion qui est, vous le savez, très très forte en Inde. Et voilà, donc là c'était un mariage auquel on avait été invité, et puis là c'était une ministre, donc une femme politique qui jouissait d'un culte de la personnalité assez impressionnant, qui est décédée au moment où on y était. Et puis là les dessins qui sont effectivement un art ancestral et réalisé par les femmes, donc on avait aussi pris des cours. Peut-être un clin d'œil aussi à France Volontaire, qui fait partie des organismes centraux pour partir. Donc là, on avait une journée durant laquelle on avait rencontré d'autres volontaires qui étaient en mission partout en Inde. C'était très riche de se rendre compte effectivement de la variété des profils et des missions. Et puis un petit mot de conclusion. Là, c'était des marches pacifiques. Suite du coup à des événements particulièrement violents qui avaient eu lieu au réveillon de décembre 2016, avec des femmes qui s'étaient fait agresser. Donc il y avait eu partout en Inde des rassemblements pacifiques pour demander que les femmes aient enfin le droit tout simplement d'être dans l'espace public, et ce de façon safe, sécure. Et puis j'avais beaucoup aimé, notamment, vous l'avez vu sur la photo à droite, discuter avec les hommes aussi qui faisaient partie de ces marches. Donc c'était un petit peu ma conclusion, c'était de vous dire qu'il y a beaucoup de richesse à la fois dans la mission en tant que telle, et puis tout ce que vous voudrez bien en faire autour des rencontres, et puis de ce que vous apportez aux gens et ce que vous recevez en retour.
Donc voilà, maintenant je vais passer la parole du coup à Constance qui va du coup vous expliquer plus en détail son rôle de tutrice à Intercordia. Merci Marion. Alors moi je suis Constance Desjonquers, je travaille chez TF1 dans le domaine de la pub depuis de nombreuses années et je suis tutrice Intercordia depuis quelques années aussi. Alors quel est le rôle du tuteur? En fait, déjà pour commencer, le tuteur il va aider la personne à construire son projet avant de partir. Donc c'est très important qu'il y ait un climat de confiance et de bienveillance qui s'instaure assez rapidement. Et de toutes les façons, comme on est tous des bénévoles, ce climat se crée de façon très donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire que tous les bénévoles sont ravis d'être tuteurs et ça se passe très bien des deux côtés. Et donc, on est là pour accompagner, mais pour accompagner avant, pendant, après, mais sans être ni psy ni prof. Alors, quels sont les bénéfices pour le tutoré? Eh bien, les bénéfices, c'est déjà, le premier, c'est comme expliquait Marion, il faut prendre des notes souvent, il faut rédiger des rapports d'étonnement et donc poser par écrit ces questionnements tout au long de la mission. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre l'habitude de poser par écrit ces questionnements et d'avoir un effet miroir par le regard du tuteur qui permette une prise de conscience pour mieux analyser son action et puis développer aussi des compétences, des savoir-être professionnels, etc., dans un cadre qui, de toutes les façons, serviront dans tout type d'expérience future. Et puis également, ce qui est très intéressant pour le tutoré, c'est de pouvoir suivre l'évolution au travers de ces rapports d'étonnement afin de pouvoir en dégager une problématique et de pouvoir rédiger le mémoire au retour. Et en fait, nous, en tant que tuteurs, on est là tout le temps à disposition en fait, pour répondre à des questionnements, aider à prendre du recul quand c'est nécessaire. Et puis surtout, avoir cet effet miroir de se dire est-ce que vraiment, quand je pense ça, je suis ajustée dans ma mission ou est-ce que ça peut être parfois sur le plan relationnel ou des choses comme ça. Savoir comment est-ce que soi-même on est. Et donc, il y a une vraie relecture qui est faite aussi par rapport à la mission dans laquelle le tutoré est parti et également en lien avec la formation au départ où à chaque fois, on va aider à faire le lien entre tout ça. Mais c'est vraiment, tout est fait systématiquement dans un climat de bienveillance, de confiance mutuelle et puis surtout, il n'y a pas de jugement et l'avantage pour le tutoré, c'est qu'on n'est pas une personne ni de la famille ni amie. Donc, il y a une espèce de liberté qui permet de grandir et de pouvoir assez facilement se sentir libre de dire ce qu'on veut, ce qu'on a besoin de partager. Et on peut aider dans plein de situations. Alors, voilà pour le rôle du tuteur. Et je vais passer la parole à Cécile Dubernay qui va vous présenter le diplôme universitaire. Oui, merci Constance, merci Marion, et puis merci à Intercordia et à France Volontaire d'avoir organisé cette présentation. Moi, je suis Cécile Dubernay, donc je travaille à l'Institut catholique de Paris et je dirige un des partenariats d'Intercordia, le DUSI. Et c'est-à-dire qu'en fait, je suis chargée de l'accueil des cordialistes en tant qu'étudiants à l'Institut catholique, de la formation départ, du séminaire de retour qui sont co-construits avec Intercordia et puis du suivi du parcours académique jusqu'au mémoire et à la soutenance. Alors, juste quelques mots pour compléter finalement ce qu'ont dit Marion et Constance. Je voudrais insister sur 3 points. D'une part, la notion de diplôme universitaire et d'année de césure pour bien clarifier ce dont on parle. D'autre part, l'importance, je vais revenir sur cette importance de l'articulation expérience-écriture et puis brièvement sur les niveaux d'écriture. Le DU, en fait, les universités européennes développent des DU en parallèle de leur diplôme de Bologne, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Ce sont des diplômes qui n'ont pas en eux-mêmes, qui n'apportent pas en eux-mêmes des ECTS, des crédits universitaires, mais qui permettent en fait
une spécialisation thématique, ou alors l'acquisition de compétences typiquement universitaires comme des méthodes de recherche, des méthodes de rédaction, des méthodes de présentation, et qui complètent un autre cursus. Et ça permet aussi aux universités et aux professeurs d'explorer avec les étudiants un domaine particulier qu'ils n'ont pas le loisir d'explorer dans les cursus classiques, par exemple la solidarité internationale. Deuxième point, donc ça c'est le principe des DU. Toutes les universités développent des DU plus ou moins spécialisés. Cette évolution, elle se fait en parallèle d'une autre évolution qui est le développement des années de césure en France. Enfin, et je dirais bien enfin en écho à ce que nous a dit Marion sur San Francisco, où elle a rencontré plein d'internationaux qui ont déjà beaucoup voyagé. On est très en retard en France, on a été très en retard sur cette histoire d'année de césure par rapport à nos voisins européens. L'année de césure, en fait, c'est une pause donc dans le cursus universitaire qui permet à une étudiante ou un étudiant de faire une expérience. Alors cette expérience, ça peut être un stage, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être le tour du monde, ça peut être un service civique, ça peut être un volontariat. Une expérience qui va donner maturité, qui va peut-être permettre de réorienter le parcours universitaire et qui va vraiment donner à l'étudiant cette maturité qui peut-être lui manquait dans son cursus. Et puis aussi, comme l'a bien montré Marion, cette assurance que finalement je sais où je vais quelque part. L'État français a en fait légiféré en 2015 sur les années de césure. C'était très important parce qu'ils ont recadré un petit peu les choses et ils ont dit des choses importantes. D'une part, que l'année de césure pouvait être faite à n'importe quel moment du parcours universitaire, c'est-à-dire ça peut être fait après le bac, ça peut être fait en cours de licence, ça peut être fait entre licence et master, en cours de master et même après, donc il n'y a pas de stop. Qu'elle est volontaire, elle ne peut pas être imposée parce qu'en fait il est légiféré parce qu'il y a eu des abus un petit peu d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs qui obligeaient une année de césure tout en demandant des frais très, très élevés. Et c'est le troisième point, l'année de césure, c'est un cadre légal qui permet aux étudiants, sans à moindre frais, de garder un statut étudiant et donc une sécurité sociale étudiante, etc. Donc ça c'était important. Mais l'année de césure reste finalement, était en France encore, et elle est encore un petit peu éloignée de notre culture éducative, où il faut faire la course pour être diplômé de master à 21 ans et demi et risquer de se casser les dents sur l'entrée sur le marché du travail qui est assez difficile. Et c'est pour ça que progressivement, elle s'impose un petit peu même à nous, l'année de césure, parce qu'on se rend compte de la nécessité d'arriver sur le marché du travail un peu plus équipé, un peu plus mûr, etc. Et donc, ça permet cette respiration. Et c'est ici, finalement, à la jonction entre les diplômes universitaires d'un côté et les années de césure de l'autre, que se fait notre travail avec Intercordia. Vous pouvez bien sûr faire une année de césure tout seul, vous pouvez partir faire le tour du monde, faire du woofing à droite et à gauche, mais il nous a semblé que dans le monde de la solidarité internationale, qui est un monde assez complexe, très changeant, eh bien, il y a un espace aussi pour un accompagnement des choses et un accompagnement qui permet de réfléchir à travers cette articulation entre expérience et écriture. En fait, ça nous a paru essentiel pour vraiment que l'expérience soit source de croissance personnelle, intellectuelle, même spirituelle, parce que nos jeunes générations ont envie et soif de partir, et c'est très très bien et très important comme ça, mais qu'il s'agit aussi finalement de vous donner une méthode pour interpréter cette réalité et des tuteurs pour vous aider à la refléter, pour apprendre à zoomer dans l'expérience, à dézoomer, à prendre du recul, pour qu'en fait ces vraies rencontres dont parlait Marion laissent des vraies traces et pas simplement de vagues souvenirs d'une certaine manière. Et puis pour que les compétences que vous avez acquises, vous en soyez conscient et vous arriviez à les formuler pour pouvoir justement décrocher un poste en alternance ou décrocher votre prochaine étape finalement. La valorisation fait partie du programme. Alors dernier point, comment on fait cela ? Eh bien, on fait cela avec une articulation très particulière de différents niveaux d'écriture que Constance et Marion ont souligné. 3 niveaux d'écriture, le carnet personnel qui finalement est là pour capturer vos impressions, pour suivre la courbe de vos émotions et qui reste très personnel, c'est votre espace à vous. La deuxième étape, c'est ce rapport d'étonnement que vous envoyez donc à votre tuteur, normalement tous les mois,
à peu près, et on vous encourage justement à garder cette capacité à vous étonner. Vous savez peut-être que Platon a dit que l'étonnement était à l'origine de la philosophie. Et enfin, la troisième étape, le mémoire, où là, vous confrontez finalement votre pensée, votre expérience à la pensée des autres, à la science. Et donc là, vous arrivez à un autre niveau. Et on peut, parce que dans ces cas-là, chez Intercordia, dans ces programmes, nos étudiants sortent vraiment les sujets de leur trip. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On arrive parfois à des mémoires absolument remarquables. J'ai pris quelques titres de l'année dernière qui vous parleront peut-être. Voyage extraterrestre sur la planète du handicap mental. Un titre comme ça parle aussi. Ou alors, la communication sans les mots. Ça, c'était un mémoire sur Israël-Palestine. L'école de l'ombre au Cambodge, par exemple. Je trouve cette idée d'école de l'ombre absolument incroyable. Et en fait, c'est une des choses que moi, j'ai appris. C'est que les étudiants, si on leur fait confiance et qu'on les accompagne, mais qu'on leur laisse la liberté d'explorer, ils trouvent des mots absolument fabuleux. Et que quelque part, tout est possible. On a même vu des jeunes en rupture scolaire ou universitaire totale redécouvrir le plaisir de la lecture, le plaisir de l'écrit. Alors, finalement, quelque part, tout est possible. Cette année, on a un petit groupe à cause de la crise sanitaire. On a 11 étudiants qui ont quand même voulu partir et qui sont un peu partout dans le monde. Et je vais passer la parole, pour vous dire que tout est possible, je vais passer la parole à notre dernière intervenante, qui est Emma, et qui est actuellement, Emma est partie cette année, elle est partie à Chypre et elle va vous partager quelques-unes de ses impressions. Emma? Yes, j'essaye de faire en sorte... Bon, bah, je sais plus comment faire, c'est pas très grave. Alors, moi je vais juste me présenter un petit peu avant de vous parler de mon expérience de terrain. Donc moi je suis à l'ICP, l'Institut catholique de Paris, dans la licence droit et sciences politiques. J'ai décidé de faire cette année en plein milieu de ma licence. J'ai fait deux années déjà de ma licence et cette année se fait entre ma L2 et ma L3. C'est un projet que je mûris depuis assez longtemps. Comment dire ça? On va dire que j'ai toujours eu un peu ces questionnements sur comment se positionner dans le monde quand on est un jeune. Un peu des questions tournées sur l'international, sur la globalité. Cette curiosité pour ce qui se passe un peu en dehors de chez nous, mais aussi autour de chez nous. Et j'ai toujours aussi aimé un peu cette idée d'engagement, que ce soit dans les associations ou des choses comme ça. Et je me souviens, juste après mon bac, je voulais absolument partir à l'étranger. Je pense que j'avais besoin de découvrir de nouvel environnement, on va dire. Et en arrivant à la Cato, j'ai découvert Intercordia, qui faisait ce diplôme en partenariat avec l'ICP. Et j'ai trouvé ça juste génial et que ça me correspondait parfaitement. J'ai pu parler avec des personnes qui étaient déjà parties, etc. Et c'était quelque chose qui me correspondait vraiment, aussi parce qu'il y avait vraiment cette idée de construction, de vraiment construire son projet, construire son parcours. C'est pas comme, vous savez, les missions humanitaires qu'on voit où vous pouvez partir pendant l'été, vous avez juste à cliquer sur la page et il y a tout qui s'affiche et hop, vous vous inscrivez. Il y avait vraiment cette idée de construire un projet, de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on veut partir, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi maintenant, etc. Donc je trouvais ça super intéressant et j'ai découvert ça en fait à ma première année de licence. Et donc c'était un peu précipité. J'ai essayé de construire un projet très rapidement, de convaincre mes parents de partir tout de suite parce que l'idée c'était vraiment que je voulais partir. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'ai commencé à construire mon projet en janvier-février de ma première année de licence. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prête et que j'avais pas du tout, j'avais pas l'idée de quel genre de mission je voulais faire.
Donc j'étais beaucoup trop perdue et donc je me suis dit bah c'est pas grave, je sais que je veux partir, je sais que ça me correspond, mais je suis pas prête encore à trouver un réel projet qui me convient. Donc j'ai mis ça un peu de côté et puis l'année d'après je me suis encore intéressée, j'ai fait mes petites recherches, on va dire quelles sont les possibilités de mission pour des jeunes comme nous, parce qu'on est très jeunes en fait, on n'a pas de, enfin, je vois pas tout le monde ici, mais globalement on est des étudiants, on n'a pas d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire partir en mission quand on n'a pas d'expérience professionnelle? Enfin voilà. Donc j'ai construit mon projet l'année dernière. Et en fait, c'est vraiment en construisant le projet comment dire, ce qui est très important avec Intercordia et ce qui est très rassurant aussi de partir, c'est je trouve que le fait de construire son projet pendant plusieurs mois en amont, le fait d'avoir le tutorat dont Constance nous a parlé, c'est-à-dire d'être vraiment accompagné, d'avoir un suivi individuel, ça nous permet aussi de trouver la mission qui nous correspond vraiment et de se dire, OK, cette mission, je ne l'ai pas trouvée par hasard. Je sais que c'est quelque chose qui va me plaire d'une part, mais qui va m'apporter quelque chose, qui va représenter un challenge pour moi et qui va faire que je vais apprendre des choses, que je vais être utile là-bas et que quand je vais retenir, je vais pouvoir me dire que ma mission, elle a été légitime et que je sais que j'ai fait la bonne décision pour partir. Je vais parler aussi, je vais juste faire un petit point rapidement. Pour ceux qui, je suppose, vous avez déjà commencé à faire des recherches de mission. C'est une période très stressante parce qu'il y a énormément enfin, c'est extrêmement facile de se perdre dans les recherches. Et moi, je sais que j'ai passé des mois et des mois à chercher, d'une part. Puis quand on commence à recentrer un peu ces possibilités de mission, on commence à envoyer énormément de candidatures. Je ne sais pas combien de mails et de lettres de motivation j'ai envoyées. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, désespérez pas si vous êtes dans vos recherches. C'est très important de vous laisser aller, de vous perdre dans ces recherches. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, déjà, vous allez apprendre à savoir comment chercher la mission qui vous correspond, par quel type, si vous voulez chercher par pays, si vous voulez chercher par thématique, etc. Et ça va se faire au fur et à mesure. Prenez le temps de bien vous renseigner, etc. Mais ça va vraiment se faire au fur et à mesure où vous allez recentrer vos exigences aussi, savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de la mission et ce que vous pensez être capable de pouvoir apporter à la mission. Voilà, moi je sais que le tutorat, ça m'a énormément aidé dans mes recherches de mission. C'est comme ça que j'ai trouvé la mission que je fais en ce moment. Donc je vais en venir à cette partie parce que c'est le plus intéressant. Donc moi je suis en ce moment à Chypre, à Nicosie, dans une ONG qui s'appelle Caritas. C'est une ONG internationale, mais ils ont une branche à Chypre. Je fais actuellement un service civique. Donc, c'est des avantages énormes pour un étudiant, le service civique. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire une mission en service civique, c'est top. Voilà, donc moi, je suis arrivée début octobre. Et là, je suis sur la fin de ma mission puisqu'il me reste 3 semaines. Et en fait, Caritas, c'est quoi? Caritas, c'est une ONG. Bon, ils ont énormément de centres de compétences et différents domaines d'activité, mais à Chypre, c'est essentiellement une ONG qui s'occupe des migrants, donc des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc. Pourquoi j'ai choisi cette mission? En fait, elle me correspond juste parfaitement parce que j'avais envie d'avoir une expérience de solidarité, une expérience à l'étranger, mais c'était très important pour moi de faire le lien avec mes études, vu que je faisais des études de droit et de sciences politiques. C'était très intéressant pour moi d'avoir cet aspect sur qu'est-ce que c'est la législation européenne, qu'est-ce que c'est le droit d'asile,
d'asile, quels sont les droits d'un migrant en Europe, et comment fonctionne une ONG dans toute cette procédure. Globalement, ici, nous, on fait donc l'action humanitaire, bien sûr, mais c'est surtout une aide administrative, juridique, et on aide les migrants dans toute la procédure d'asile. C'est-à-dire que il y a deux aspects. L'aspect côté plus juridique, où quand on est un demandeur d'asile et une personne vulnérable, donc nos droits sont très facilement bafoués, dans le sens où c'est une privation des libertés indirecte, puisque comment dire, c'est difficile d'avoir accès à ces droits, de les connaître. Déjà parce qu'on arrive dans un pays, un continent différent, donc on ne sait pas à quoi on a accès. Et deuxièmement, parce que c'est extrêmement compliqué de communiquer avec tous les services gouvernementaux. Donc nous, on fait vraiment la médiation entre le migrant, le bénéficiaire des services, et les services qui sont censés répondre aux besoins des migrants. Donc voilà. C'est difficile de parler de la mission parce que je suis encore dedans, donc c'est difficile de prendre du recul. Mais globalement, cette mission, je savais, quoi qu'il arrive, je savais que cette expérience de solidarité internationale, elle allait m'apporter énormément, mais je ne pensais pas en apprendre autant. Je pense que ça sera l'une des meilleures expériences professionnelles que... Bon, j'en ai pas beaucoup à mon actif, mais dans les années futures, on va dire, c'est une expérience juste incroyable. D'une part parce que, certes, c'est une expérience de solidarité internationale, mais vous faites partie d'un projet, vous faites partie d'une équipe, et moi, je le vois vraiment comme un travail, et vous allez voir que l'équipe dans laquelle vous allez évoluer vous confie des responsabilités. Et ça, c'est juste énorme quand on a 20 ans, parce qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, on nous dit fais ça, fais ça, fais ça, et on effectue. Et là, le fait de se voir confier des responsabilités, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste dans ma mission. Vous gagnez tellement confiance en vous, en ce que vous faites, et vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire quelque chose de professionnel. Moi, je sais que j'adore mes études, et j'adore étudier, etc. Tout le côté théorique, mais je pensais jamais être capable d'effectuer tout le travail que j'ai effectué depuis le mois d'octobre. C'est juste énorme quand vous allez vous rendre compte ça sert aussi à ça, le carnet, les rapports d'étonnement. Moi, j'aime bien les relire de temps en temps, et je me dis, ah oui, quand même, j'ai fait ça, c'est super. Je pensais jamais, c'était inenvisageable pour moi de faire quelque chose comme ça avec l'expérience que j'ai. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est énormément, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Parce que vous allez évoluer dans un environnement différent, donc vous allez apprendre à vous adapter dans une culture différente, parce que Chypre, certes, c'est dans l'Union européenne, mais ça n'a rien à voir avec la France, croyez-moi. C'est vraiment une culture complètement différente, une mentalité différente, un fonctionnement différent. Et ça peut être frustrant, très frustrant d'évoluer tous les jours dans un environnement auquel on a l'impression de se heurter chaque jour. Et donc, on apprend énormément, on apprend à s'adapter, etc. On apprend aussi à travailler dans une équipe, parce que quand on est étudiant, on n'a pas vraiment l'habitude de travailler en équipe, on n'a pas l'habitude de se confronter à des modes de travail, des modes de fonctionnement différents. Et ça, c'est un aspect qui est très enrichissant, parce qu'on apprend vraiment à construire un projet ensemble. Et ça fait partie des soft skills. Vous allez voir que durant la mission, vous allez rencontrer des problèmes, et avec votre équipe, vous allez dire « Ok, alors là, comment on fait pour résoudre ce problème ?» Donc, c'est une expérience de solidarité où vous allez faire des projets solidaires, etc. Mais vous allez aussi apprendre à communiquer avec les autres, à savoir comment résoudre un problème, à savoir comment évoluer ensemble. Et je pense que c'est une partie très importante de l'expérience de solidarité, d'apprendre à évoluer avec les autres. Vous allez voir que pendant la formation, avant le départ,
vous allez avoir des cours de communication. Vous pensez que ça va vous servir strictement à rien, mais vous vous rendez compte qu'une fois que vous travaillez en équipe, en fait, vous savez quel espace il faut donner à l'autre pour créer le projet ensemble. Enfin voilà, quand je parle, j'ai l'impression que c'est pas très clair, mais juste pour vous donner une idée que l'expérience que vous allez avoir, ça se résume vraiment pas du tout seulement à l'expérience humanitaire ou l'expérience de solidarité que vous allez faire. Oui, bien sûr, il y a ce travail concret, mais il y a tout ce que vous allez créer autour qui vous permet de réaliser le travail, la mission. Et ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, parce que ça vous donne l'impression de pas seulement vous greffer à une mission, d'arriver, de faire ce qu'on vous demande et de repartir. Vous avez vraiment l'impression de faire partie d'un projet et de participer au projet et d'apporter quelque chose d'utile. Et quand vous allez partir de la mission, moi, je sais que j'ai apporté une véritable valeur ajoutée et je sais que ça a servi à quelque chose. Et je suis pas juste une volontaire de plus qui arrive à Caritas et qui repart sans quelque chose d'important. Enfin, il y a un véritable ancrage. Voilà, ça c'est très très important dans la mission, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais dire après le travail. Oui. Ah, juste, non, c'est très très bien ce que tu as partagé. Je pense que comme il est moins 10, peut-être c'est bien de donner un peu la parole quand même aux étudiants qui ont peut-être. On a vu des questions passer sur la discussion, ce qui est très bien. On essaye d'y répondre quand on peut, mais peut-être que là justement on peut laisser les personnes venir, ce qui te donnera aussi l'occasion de répondre aussi aux différentes questions. Comme ça, tu pourras continuer de partager aussi comme ça, si ça te va. Yes. Oui, très bien. Yes. Tu as oublié de dire une chose importante, c'est qu'effectivement, ce qui est très intéressant, on vient d'avoir une question sur le niveau de langue. Et c'est très intéressant parce que Emma, je crois, a été en partie recrutée à Chypre parce que parmi les migrants qui arrivent, il y a beaucoup de francophones aussi. Et ils étaient assez handicapés par rapport à ça. Et je pense que ça a pu jouer tes compétences linguistiques en l'occurrence. Oui. Oui, tout à fait. La moitié de nos bénéficiaires, presque la moitié, parlent français. Et c'est une compétence très rare à Chypre. Je suis la seule personne qui parle français. Donc, ça a beaucoup joué. Voilà, ils sont très demandeurs dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et voilà, pour élargir sur la question des langues, ça dépend des missions et des pays. Hein. Mais effectivement, si vous allez dans un pays hispanophone, il faut avoir un niveau de langue. Ce sera demandé de toute façon dans la procédure de recrutement. Et même plus que ça, on vous invite à apprendre un peu quelques mots de la langue locale pour de toute façon rentrer en relation avec les gens, vous montrer que vous êtes intéressé aussi par qui ils sont, par leur langue. Et voilà, donc c'est de toute façon important d'essayer d'apprendre au moins quelques notions et si possible une langue pour vous faire comprendre et être efficace dès que possible. Tu voulais rajouter quelque chose, Emma? Non, je voulais juste dire, si vous avez des questions, allez-y. Ce sera peut-être plus clair de répondre à des questions explicites, on va dire. Claire. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, excuse-moi. Moi, j'aurais une question à propos de... Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Du coup, moi, je suis étudiant en droit latino-américain et mon souhait, dans le futur, éventuellement, serait de partir en Amérique latine. Et ça serait plus par rapport au fait de savoir s'il y aurait des contraintes au niveau de la sécurité. Je veux dire, est-ce que éventuellement on pourrait refuser un pays ou une mission à un étudiant pour motif sécuritaire dans le pays? Je vous remercie. Alors, je peux peut-être essayer de commencer une réponse. Nous envoyons des étudiants en Amérique latine régulièrement. La clé, c'est de voir avec qui ils sont en contact, pour quel type d'organisation ils travaillent et est-ce que ça, c'est à peu près cadré. Nous avons eu des étudiants en Colombie, au
Pérou, en Chili, au Nicaragua, même pendant des périodes un peu compliquées. Dans ces cas-là, on les suit de très très près. S'il y a vraiment un souci, bien sûr, ils sont rapatriés, mais a priori, tout dépend un petit peu de la construction du projet. Après, il y a des zones de no-go, pas en Amérique latine ou centrale actuellement, mais il y a des zones où on ne signe pas. Enfin, dans les zones rouges du ministère des Affaires étrangères, on n'envoie aucun étudiant, bien sûr. D'accord, je vous remercie. Il y avait une question peut-être de Léo, je crois, à 2 reprises sur comment est-ce qu'on trouve ou comment est-ce qu'on trouve sa mission. Peut-être Léo, pour répondre un petit peu en partie à cela, Intercordia, en fait, ils ont des partenaires associatifs avec lesquels ils travaillent depuis longtemps. Donc en fait, il y a déjà toute une base, si tu veux, de propositions de volontariat qui te seront accessibles si tu souhaites rentrer dans la démarche Intercordia. Après, comme Emma l'a souligné, il y a aussi une grande liberté qui est donnée. Donc, si toi, tu trouves l'organisation, le projet de tes rêves et qu'il n'est pas encore partenaire d'Intercordia, tu peux tout à fait, du coup, arriver et le présenter à Intercordia et puis ensuite, on travaille ensemble. Donc, tu vois, il y a les deux possibilités. Il y a déjà un peu un vivier de partenaires et d'offres avec Intercordia. Et puis toi, tu peux également arriver avec tes propres idées et puis ce sera validé, comme Cécile a expliqué, si les conditions de sécurité et de sérieux de la structure aussi sont assurées. Donc Intercordia joue aussi un peu ce rôle de garant de sécurité, de savoir que voilà, tu pars dans une association qui t'accueille pour les bonnes raisons, puisque dans le monde de la solidarité internationale est aussi très complexe et voilà, il y a aussi parfois des structures qui peuvent accueillir pas pour des mauvaises raisons d'une certaine façon. Donc Intercordia joue ce rôle de filtre pour t'envoyer dans les meilleures conditions possibles. J'espère que ça répond à ta question, Léo. Merci. Et juste avant, donc, il y avait une question sur quelles sont les premières démarches à mettre en place. Donc, si vous êtes intéressé par ce cursus, j'ai envoyé notre contact, donc contact@intercordia.org. Ça sera affiché aussi à la fin de cette présentation, mais vous pouvez prendre contact avec nous. Certains prennent contact avec nous alors qu'ils ont déjà un projet un peu ficelé. D'autres prennent contact avec nous ne sachant pas encore s'ils vont partir. Voilà, on est là en fait pour échanger, pour voir un peu où vous en êtes de votre projet, pour voir si c'est le bon moment pour vous de partir ou pas, pour vous, comme disait Marion, pour vous mettre en lien éventuellement avec des associations s'il y en a qui correspondent à ce que vous voulez faire. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à commencer à prendre contact avec nous et en parallèle, forcément, à regarder aussi quel type de mission pourrait vous intéresser, où est-ce que vous voudriez partir. Voilà, parce que ça va vous aider à discerner, à voir ce qui est intéressant pour vous. Emma l'a dit aussi, elle cherchait quelque chose de cohérent avec son cursus. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, il faut laisser décanter. Donc, voilà, là, c'est le bon moment de commencer à se renseigner et j'allais dire à chercher voilà, du côté des associations, à chercher du côté d'Intercordia, enfin voilà, de regarder un petit peu de tous les côtés pour laisser décanter et vous aider à discerner. Juste, Marie, je voulais peut-être, on ne l'a pas forcément beaucoup dit durant nos présentations, Emma un petit peu. En fait, c'est pas juste partir à l'étranger, c'est aussi apprendre, enfin l'interculturel, c'est en France au quotidien, dans le travail, en bas de chez soi. Et donc en fait, moi je pense qu'il y a vraiment, voilà, c'est une intelligence en fait humaine, interculturelle, situationnelle qu'on apprend. Partir, c'est un prétexte d'une certaine façon pour apprendre, je pense, qui on est vraiment et devenir davantage la personne qu'on a envie d'être. Mais c'est pour moi vraiment l'interculturel. Et Emma, peut-être tu fais écho. La question des réfugiés, des migrants, elle n'est pas juste à Chypre. Hein. Voilà, donc c'est de l'humanité, c'est la dignité humaine et comment on respecte aussi tout ça et qu'on fait vivre cette solidarité sur le territoire français. Donc, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais il y a aussi des cordialistes qui s'engagent, par exemple, à Calais, je crois, il y en avait. Donc voilà.
En fait, c'est le message derrière, c'est pas juste la solidarité internationale, c'est la dignité humaine, d'une certaine façon. Et comment on travaille avec l'autre différent. Et l'autre différent, il est partout. Et c'est riche. Merci, merci Marion. Je vais rebondir dessus parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner. On a quelques cordialistes qui ont commencé à partir en France sur des projets très liés à l'interculturel ou très liés à la solidarité ou très liés à la rencontre de l'autre très différent dans le travail, dans le monde du handicap, par exemple, parce qu'on va retrouver les mêmes mécanismes, les mêmes questions qui peuvent se poser. L'année dernière, à cause de la crise sanitaire, on a aussi un petit peu privilégié l'Europe quelque part parce qu'il y avait des destinations où on n'était pas trop sûr et c'est peut-être une question que vous vous posez également. On est en train effectivement de travailler dessus. Je pense que le petit groupe qui est parti, Emma, tu nous diras, finalement, ils sont contents d'être partis parce qu'ils ne sont pas confinés en France ou derrière, ou peut-être moins confinés et derrière leurs écrans, un peu confinés quand même, derrière leurs écrans que nos étudiants. Le travail qu'on fait en ce moment, c'est effectivement pour vous ouvrir un maximum de portes, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'incertains sur certaines destinations, sur d'autres moins. On travaille avec vous aussi sur un système avec un plan A et un plan B. Et on essaye de réfléchir à ça pour que voilà, les destinations puissent être faites. Il faut savoir qu'en septembre l'année dernière, il y avait une partie de nos étudiants qui étaient en formation, qui ne savaient pas s'ils pouvaient partir. Je pense qu'ils ont tous pu finalement partir et faire ce qu'ils voulaient. Mais moi, je les admire, ils ont été courageux, ils n'ont pas lâché, ils sont allés jusqu'au bout. Et du coup, on a une promo très, très chouette. Mais cette année encore, alors on espère que ce sera plus stable. Et on va travailler avec tout le monde pour que ceux qui veulent partir puissent partir. Emma, peut-être sur le confinement Moi, je suis très contente d'être partie à cette période. Notamment, bien sûr, il y a eu des restrictions à Chypre moins fortes, donc c'était forcément plus agréable. Mais aussi le fait de, quand vous avez une période de crise comme ça, une période qui est très difficile, rien que le fait de changer d'environnement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Peu importe si vous êtes dans un endroit où il y a aussi le confinement, etc., même si vous restez en France. J'ai d'autres étudiants qui étaient de la même promo que moi qui sont restés en France. Le fait de changer d'environnement, de faire quelque chose de différent et de faire une expérience de solidarité pendant une période de crise, vous ne pouvez pas savoir à quel point, déjà c'est très gratifiant de se dire qu'on peut quand même apporter de l'aide alors que le monde entier s'arrête. Mais aussi, vous vivez le fait de changer d'environnement, que vous soyez à des centaines de kilomètres ou très proche de chez vous. Quoi qu'il arrive, vous vivez cette expérience de manière différente, de manière, je ne sais pas si c'est moins stressante, mais vous avez forcément moins cette impression de routine. Après, moi, c'est sûr que j'étais bien chanceuse de ne pas être en France pendant cette période parce que les restrictions sont... Je suis sur une île, donc les restrictions sont relativement vivables ici. Donc voilà. Moi, je profite beaucoup. Merci Emma. Une question, parcours universitaire, je vais... Ah, il y a une autre question avant. Le diplôme, le DUSI de la Cato, sur les 12 mois. Moi, je suis partie, enfin, ma mission, c'est seulement 6 mois. Je sais qu'il y a une possibilité de faire entre 6 et 12 mois. Et non, il n'y a pas une obligation de séjour en France, puisque il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. Et en général, quand tu fais ta mission, après, ça dépend des missions. Je sais que parfois, il y a des missions qui font une partie de leur mission en France, une partie à l'étranger dans la même organisation. Mais non, la plupart des missions, si tu as une mission à l'étranger, tu fais toute ta mission à l'étranger. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas du tout d'obligation de séjour en France pour avoir le diplôme. C'est simplement la soutenance du mémoire qui se passe en France. Et la formation au départ. Et la formation. Donc, quelqu'un demande aussi, quelqu'un qui a là en fin, donc c'est Pauline, en fin de Master 2, pensez-vous que l'année Intercordia est professionnalisante?
En fait, il y a 1 an et demi, on a organisé une conférence débat justement avec des professionnels et avec des anciens cordialistes et des membres d'ONG. Et vraiment, beaucoup ont, alors du côté des anciens volontaires, beaucoup ont témoigné de cet apport professionnalisant de l'expérience. Marion, je sens que tu aurais envie de dire quelque chose, mais je vais te donner la parole. Et en fait, les professionnels aussi, de leur côté, ont pu dire qu'ils avaient apprécié embaucher des personnes ayant vécu ce type d'expérience, parce que, voilà, beaucoup de qualité de oser faire des choses avec peu de moyens, avec pas mal d'inventivité, voilà, une implication dans l'équipe aussi qui est très positive. Enfin, vraiment, voilà, ils étaient tous, c'était intéressant de les voir parler de toutes ces compétences finalement qui pouvaient être acquises et appréciables ensuite en entreprise. Et voilà, et dans l'Assemblée, plusieurs ont confirmé ça. Donc, vraiment, oui, on est persuadé qu'il y a une dimension professionnalisante forte, même si au niveau des diplômes, on n'est pas dans le système licence, master, doctorat, mais dans un complément de formation. Voilà. Marion, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect-là. Ah bah, si, enfin, ça faisait complètement écho à ce que Emma soulignait très justement. J'ai trouvé, elle a dit, en fait, il y a la mission et puis il y a tout ce qu'on apporte en complément. Et donc, c'est, je crois aussi se positionner, et c'est toujours important dans le monde professionnel. C'est pas de considérer que les choses sont fixes, sont cadrées. En fait, le monde professionnel, c'est comprendre constamment qu'il y a des règles, et puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à ces règles et qu'on en fait quelque chose d'intelligent d'une certaine façon. Donc non, c'est une expérience de vie, et là où je rejoins aussi Emma, et moi c'est ça qui m'a amenée à aller aussi vers l'apprentissage d'une certaine façon après cette année de césure, c'était de dire je pouvais plus en fait rester dans un schéma classique un peu à la française où effectivement les études supérieures, alors peut-être davantage en licence qu'en master, mais où c'est beaucoup, on a encore cette approche un peu bourrage de crâne avec du contenu. Et en fait, je crois que la vie professionnelle, c'est de comprendre qu'on ne sait rien, enfin, qu'on peut ne rien savoir d'un métier au démarrage. Et puis, avec la curiosité, sur le tas, on apprend, on fait preuve de curiosité, on est patient, on s'intéresse aux gens, à l'histoire de la structure, à l'histoire de l'activité. On développe une intelligence, et puis ensuite, c'est ce qu'on apporte aux autres, c'est ce qu'on apporte au métier. Enfin, c'est tout ce qu'on construit autour de ça. Et donc ça, je dirais, du coup, pour répondre à ta question, je trouve qu'on ne l'apprend pas dans des parcours classiques, en tout cas, on ne l'apprend pas forcément dans les études. On l'apprend peut-être, oui, dans les projets collectifs de groupe, mais voilà, tout ce qu'a souligné Emma, la débrouillardise, etc. Et tout ça, c'est permis par une expérience interculturelle assez forte. Et donc, quelle que soit la nature de l'expérience, que ce soit auprès de réfugiés ou que ce soit dans la gestion du handicap, on développe des qualités humaines d'une certaine façon. Et le monde professionnel n'est qu'en fait une grande histoire de relations humaines, de comment est-ce qu'on interagit avec les autres au-delà d'une mission et d'une fiche de poste. Et donc, d'une certaine façon, on apprend à se comporter du mieux possible dans des environnements incertains. Voilà. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, et notamment, ça me rappelle dans cette conférence où des professionnels étaient intervenus. Il y en avait un, je ne sais plus de quelle grande boîte il était, mais il a dit, et ce qu'on apprécie chez ces gens-là, c'est leur capacité à bricoler avec des bouts de ficelle. Parce que le monde de demain, même dans les grands groupes, ça va être la capacité à faire mieux avec moins. Je trouve que c'était une bonne description il y a 2 ans du monde de demain. Et je pense qu'effectivement, cette capacité à travailler avec ce qu'on a, où on est, avec les gens autour, et à faire au mieux avec ce que nous on est et ce qui est autour de nous, c'est une très grande capacité professionnelle. On ne peut pas forcément mesurer, mais qui va être importante. Merci Cécile. Il y a des questions aussi donc, sur le statut. Quand on a déjà eu un service civique, quel statut on peut envisager? Donc, on en a chaque année qui partent avec le statut de VSI, avec le statut de corps européen de solidarité. Après, il y a certaines associations aussi qui donnent leur propre statut. Donc, voilà, ça arrive chaque année. Ça dépend aussi, c'est vrai qu'on a déjà eu un service civique, on ne peut pas en avoir un deuxième. Il y a une question d'âge aussi pour le service civique. Donc, voilà, ça nous arrive régulièrement d'avoir des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le processus de service civique.
Mais voilà, il existe d'autres choses. Ensuite, il y a une autre question de Lauriane sur la possibilité éventuelle de coupler un stage de Master 2 avec un cursus intercordia. Il faut en discuter, ça s'est déjà vu, tout dépend de ce qu'on attend de vous dans le stage. Voilà, il faut que ça puisse correspondre vraiment à une expérience de solidarité nationale ou internationale. Donc, j'allais dire, il vaudrait mieux qu'on puisse en discuter. Alors, je ne sais pas où vous prenez la parole là, où on en discute en privé après. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on peut envisager ça. Enfin, voilà. Ça, c'est fait, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, on est un petit peu hors du délai, donc peut-être qu'il va falloir qu'on conclue, mais voilà, on est encore prêt à prendre une question ou deux, hein, si elles viennent. Bon, du coup, on va peut-être conclure. Voilà, moi, je voudrais d'abord remercier Emma, Marion, Cécile et Constance pour vos témoignages et voilà, et tout spécialement Emma et Marion, parce que voilà, c'est vrai que vous êtes toujours bien placés pour parler du cursus, donc merci infiniment. Voilà, et j'espère surtout que chacun de vous qui nous avez écoutés, ces témoignages vous auront donné envie de partir en volontariat, loin ou en France ou en Europe, voilà, à la rencontre de d'autres personnes qui vivent des réalités bien différentes des nôtres. Voilà, ça vous aura donné envie de vous lier d'amitié avec elles, de vous laisser transformer et de revenir grandi, voilà, diplômé, et pour ensuite vous engager encore dans notre société, parce que l'objectif, c'est pas que ce soit une parenthèse, mais que ce soit vraiment un tremplin pour la suite. Et voilà, et puis bien sûr, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions par mail, téléphone. Toutes nos coordonnées sont sur notre site, donc surtout n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a des questions qui reviennent. Oui, le coût de la formation, c'est bien 1 400 € l'année. Voilà, pour l'inscription universitaire. Voilà, auquel il faut rajouter la CVEC pour le statut étudiant dans cela. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous parler parce que toutes les choses peuvent se construire et c'est là-dessus qu'on travaille. Merci à vous et bonne soirée du coup. Du coup, bonne soirée. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.